Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. À présent les titres. En Côte d'Ivoire, où en est la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Université internationale de Grand Bassam, dénommée Freeder Schools. Ce projet, lancé en 2011, veut promouvoir l'excellence dans l'enseignement secondaire. 10 ans après, quel bilan? On fait le point dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes et jeunes filles mutilées par l'excision. Mais comment les soigner? Existe-t-il une opération de reconstruction des organes génitaux féminins extérieurs? Le point de la lutte contre l'excision en Côte d'Ivoire dans cette édition. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, va désigner aujourd'hui son nouveau directeur général. En Côte d'Ivoire, donc, une coopération visant à promouvoir l'excellence et à renforcer les capacités des élèves du secondaire. Il s'agit des Freeder Schools, programme lancé en décembre 2011 par le ministère de l'Éducation nationale et l'Université internationale de Grand Bassam. Alors, 10 ans après, comment se porte cette collaboration? Quel bilan? Les précisions de Jean Djadji. C'est désormais une tradition. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale et l'Université internationale de Grand Bassam évaluent leur partenariat noué en 2011. De la visite des conseillers d'orientation et proviseurs en 2012 aux États-Unis à ce jour, cette collaboration a permis de développer les qualités personnelles de brillants lycéens pour les préparer à poursuivre leurs études dans une université internationale compétitive. La question des bourses a été abordée au cours du bilan de cette année. L'ambassadeur l'a dit, c'est que de par le monde, la plupart des grandes institutions universitaires offrent des bourses, à condition de savoir que ces bourses existent, mais à condition de le mériter. C'est l'un des intérêts que nous avons en partage avec l'Université de Grand Bassam. Si vous travaillez bien, si vous êtes méritant, à tous les coups, quelles que soient les ressources dont vos parents disposent, vous trouverez toujours un soutien quelconque. Nous souhaitons montrer notre disponibilité à développer ce partenariat et nous souhaitons montrer aux populations ivoiriennes que bien sûr nous sommes une université de type américain, une université où l'enseignement se fait en anglais, mais nous sommes proches des populations ivoiriennes, nous sommes proches des établissements ivoiriens car la finalité c'est de former des cadres compétents pour le développement de notre pays et aussi le développement de toute l'Afrique. Les États-Unis sont disposés à accompagner cette collaboration. Nous sommes ensemble et vraiment pour moi c'est un honneur et une joie de voir tous ces talents, toute cette énergie, toute cette jeunesse ivoirienne qui promet beaucoup pour l'avenir. Ce partenariat devra veiller à ce que les futurs diplômés deviennent des innovateurs éloquents, formés au leadership, à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociale. Le coronavirus toujours virulent, plus de 2 500 000 décès dans le monde entier. Alors restons vigilants et respectons les gestes barrières. « 256 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 31 140 cas confirmés de coronavirus, 29 338 personnes guéries, 174 décès et 1628 cas actifs. L'excision, un autre problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'excision est l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs. 36,7% des femmes et jeunes filles en sont victimes en Côte d'Ivoire. Mais comment le pays lutte-t-il contre ce fléau? Existe-t-il une chirurgie réparatrice de l'excision en Côte d'Ivoire? Les précisions de Bouraïma Guiré. Riviera Palmeraie, commune de Cocody,
C'est ici que vit Clarisse Tewa, la quarantaine révolue. Victime de l'excision, dès sa tendre enfance, Clarisse nous raconte ce pont douloureux de sa vie. J'ai été excisée depuis l'âge de 8 ans. Ma grand-mère m'a réveillée un matin, elle m'a dit « Écoute, tu commences à grandir, je veux que tu sois une vraie femme demain dans ton foyer. » On est parti dans la brousse, j'ai vu d'autres jeunes filles. J'ai dit « Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait là ?» Elle dit « C'est là que tu vas redevenir une vraie femme. » Depuis 2011, cet épisode n'est qu'un mauvais souvenir pour elle. Cette mère de famille s'est faite restaurer le clitoris grâce à la chirurgie réparatrice. Après la restauration, c'est comme s'ils ont déclenché quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est le bonheur total. Un témoignage qu'elle souhaite partager au monde entier à travers la création d'une ONG appelée ABFEV, Association des femmes victimes de l'excision. Son but, promouvoir la restauration du clitoris. Créée en 2011, l'ONG est devenue la maison des femmes victimes de l'excision. Ce samedi après-midi, elle reçoit une quinzaine de femmes âgées de moins de 35 ans, toutes victimes de cette pratique. Pendant que les échanges se poursuivent dans la salle, une autre survivante, c'est ainsi qu'on les appelle, fait son entrée, la démarche rassurante, l'allure fière. Béatrice Touré vient rendre témoignage de sa restauration réussie. J'ai béni franchement Dieu pour le 11 mars 2020, qui a été vraiment la restauration du clitoris d'abord, la restauration de ma dignité, la restauration de ma fierté, la restauration de ma confiance en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une grandeur d'esprit en fait. Quand je marche la tête haute, je suis fière de moi. Et quand je marche, quand je vois les femmes, je dis, mais elle et moi, nous sommes la même chose. Selon la présidente de l'ONG, ce sont 200 femmes qui ont été opérées depuis 2016. Une goutte d'eau dans la mer. L'excision n'ampute qu'une partie du clitoris. La reconstruction reste le seul moyen pour elle de se sentir femme. Comment se fait cette réparation ? La question nous conduit à l'hôpital de la police nationale dans la commune du Plateau. Ici, Dr Yaokom, directeur du dit hôpital, ressuscite l'organe érogène de l'appareil génital féminin. Ce matin, il reçoit Edwige. Ça va chez toi? Le moral, ça va? Ça va. Tu es prête pour l'intervention? Oui, ça va. Excisée depuis le bas âge, elle veut retrouver l'intégrité de son corps. Après analyse du dossier, Edwige est admise au bloc opératoire pour les premiers soins avant l'intervention. Le clitoris, naturellement, il a une longueur moyenne de 10 cm. Et les exciseuses, ne sachant pas ça, ce n'est qu'un tout petit bout qui est apparent. Et c'est ce tout petit bout-là qui va faire à peu près 1 cm, voire 1 cm et demi, quelquefois même moins. C'est ce tout petit bout-là qu'elles vont couper. Là, ce qui reste dedans, c'est ce que nous sortons et nous positionnons. 35 minutes plus tard, l'opération est terminée au grand soulagement de l'équipe. Félicitations à tous pour l'intervention. C'est la renaissance pour elle. C'est un franc succès même, parce que là, on se rend compte qu'elle avait un bon clitoris, que les femmes avaient coupé une partie, et l'autre partie, c'est encore long, c'est encore opérationnel. Pour Edwige, encore en salle d'hospitalisation, c'est un ouf de soulagement. C'est la renaissance. Pour moi, je n'ai que dire merci. Merci à Dr Com, merci à l'ONG ABFEV. Et ça va permettre que je pourrai causer avec mes camarades. La chirurgie réparatrice, encore moins connue en Côte d'Ivoire, coûte environ 500 000 francs CFA, un prix subventionné par l'État et des ONG. Selon la dernière enquête à indicateurs multiples de 2016, 36,7% de femmes sont mutilées en Côte d'Ivoire et le tiers est constitué de jeunes filles de moins de 14 ans. Les zones à forte prévalence restent le nord-ouest avec 75,2%, le nord 73,7% et 62,1% à l'ouest. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le sujet est sur la table. Des politiques de prise en charge des victimes sont en cours de maturation. L'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des différents partenaires, a mis en place 68 plateformes qui constituent une tribune pour l'information et la dénonciation des différentes mutilations génitales féminines dont sont victimes les femmes. Il y a des projets qui sont menés de façon communautaire par l'exemple la CEDEAO qui nous accompagne.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je pense, accroître les moyens qui sont mis à notre disposition par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour nous permettre de vraiment toucher le maximum de personnes. Tous les 6 février est célébrée la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Une occasion pour les victimes et les associations œuvrant dans le domaine de dénoncer cette pratique lourde de conséquences pour la femme. Un reportage de Georgette Ido, Bouraïma Guiré et Joël Gosset. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Bondoukou, dans le nord-est du pays. Plus de 300 millions de francs CFA ont été remis récemment à des propriétaires terriens. Ces personnes ont cédé leurs terres pour permettre la réalisation d'un projet agro-industriel. Les explications de Herman Niamia. Très grande zone de production d'anacade, la région du Gontougo sera bientôt dotée d'un pôle agro-industriel pour le traitement de la noix de cajou. La remise de ces chèques aux propriétaires terriens pour éponger les droits coutumiers constitue la dernière étape administrative pour le démarrage des travaux. Au nombre de 15, ils ont reçu des chèques d'une valeur de 301 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne la noix de cajou, nous avons à réaliser 4 zones industrielles de façon à faciliter l'installation des investisseurs extérieurs à notre pays. Vous savez que les questions de zones industrielles sont hautement stratégiques pour attirer des investisseurs. Et nous, pour accélérer donc le mouvement vers la transformation de la noix de cajou, nous avons donc réalisé 4 zones industrielles. Une à Bondoukou, une à Boaké, une à Koro, une à Séguéla. Et Bondoukou va être la première. Satisfait d'avoir reçu les chèques, le porte-parole des bénéficiaires s'est réjoui du dénouement heureux de ce dossier. Nous perdons certes nos terres, mais ce que nous gagnons est plus important, car cette usine procurera, nous en sommes sûrs, de l'emploi à nos mamans, à nos femmes, à nos jeunes et à tous les habitants de cette région. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural n'a pas caché sa joie de voir la concrétisation du projet. Au-delà des emplois que cette zone industrielle va créer dans cette région selon lui, son implantation va freiner la fuite de la production nationale de noix de cajou vers les pays voisins. On sait très bien que Bondoukou produit de la noix de cajou de qualité, mais à un moment donné, notre production est allée vers l'extérieur. Depuis un moment, le DG et moi-même, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous sommes venus sensibiliser nos parents et aujourd'hui, la tendance est à la hausse. Nous demandons à nos parents de continuer dans cette voie. La zone industrielle de Bondoukou, dont les travaux vont démarrer incessamment, sera bâtie sur une superficie de 15 hectares. Partons à présent à la découverte de Tienko, localité située dans la région nord du pays. Les populations sont profondément attachées à la tradition, mais œuvrent également pour le développement. Alors comment procède-t-elle? Éric Goré. La voie d'Odiéné-Tienko, longue de 91 km en chantier. Elle sera bitumée dans les prochains mois. Et déjà, les populations sont reconnaissantes au chef de l'État. Tienko, les travaux ont déjà commencé pour le bitumage d'Odiéné, comme je l'ai dit, jusqu'à Manakro. Donc en passant évidemment par Tienko et par Minignan pour aller vraiment à Kankan. Tienko est l'une des premières sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, située dans la région du Folon. C'est en 1961 qu'elle a été érigée en sous-préfecture, c'est-à-dire 1 an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En dépit de la modernisation de cette sous-préfecture avec plusieurs infrastructures et la présence de l'administration publique, éducation, santé, sécurité, électricité, entre autres, les populations restent attachées à des valeurs historiques. Et la plus visible de ces valeurs est le lien entre les êtres humains et les ânes. Dès qu'on rentre à Tienko, on est frappé par cette réalité. Ils sont partout, ces compagnons de l'homme. Tout se fait avec eux et jamais sans eux.
L'âne, quand on le dresse bien, il est très docile. Les femmes, les enfants, il est habitué à tout le monde. Quand il est bien nourri, bien dressé. L'âne bien dressé comprend. Quand tu lui parles à malinqué, il le court. Il s'arrête. Quand tu dis, il y a un son aussi pour les guideurs, là, les conducteurs d'âne. Ils ont des codes. Quand l'âne est habitué, il s'arrête, il comprend. Mais il est souvent têtu quand tu le montres que tu es pressé. Tu dis allons vite, tu sors ça de ta bouche. S'il entend, vraiment tu vas dormir au champ. Comment ça se fait? Même si tu le tapes? Même si tu le tapes, il ne va pas bouger. Il va à son rythme. Ces animaux aident les hommes dans les tâches quotidiennes. 2 ânes peuvent transporter 1 tonne. Voilà, il prend beaucoup de bagages, très dur. Un animal plus 100 fois dur que le bœuf même. Ils sont même considérés comme membres de la famille. À l'instar des autres peuples, vous avez des éléphants, vous avez des buffles, vous avez des vaches, notamment en Inde, qui sont à la fois compagnie, animaux de compagnie et animaux, disons, de trait. Alors ici, effectivement, les ânes font partie de la famille, font partie de notre culture et véritablement, ils sont partie intégrante de la vie sociale et économique. Les femmes de Tieko sont aussi aidées par ces ânes. Nous, avec les ânes, c'est une famille. On prend pour aller au champ, on prend pour aller au marigot, on prend pour prendre les fagots dans les champs. Quand on les parle, les gars nous obéissent. C'est comme une famille, on s'entend très bien. On est bien familiers, comme des hommes. En tout cas, on s'entend très bien. Quand on est fâché, on les frappe avec des bâtons. Ils comprennent? Ils comprennent. Ils comprennent. Une fois que tu le frappes, ils commencent à courir. Si dans cette localité, on peut consommer la viande de bœuf et la viande de mouton, ce n'est pas le cas pour l'âne. Une grande fierté pour la localité. Ces ânes sont adorables. Ils sont merveilleux. Il suffit d'y faire un tour pour les voir. Vous les verrez. Vous pourrez les toucher. Vous pourrez vous promener avec eux comme je le fais en ce moment. Le quartier de Sozoridougou à Béoumi, dans le centre du pays, désormais sous tension. Les autorités locales ont en effet procédé récemment à l'électrification de cette zone, et cela pour le grand bonheur des populations. Charles Tatou de RTI Bouaké. Sozoridougou, c'est dans la commune de Béoumi. Le gouvernement a mis fin aux nuits nocturnes, ayant connecté cette partie de la ville au réseau national électrique. Une mobilisation totale des habitants de ce quartier, ivres de joie. Ce quartier habite plus de 1000 personnes, mais il n'y a pas de lumière. Donc vraiment, nous sommes contents. Nous n'avons pas de lumière, il n'y avait pas de route ni de pont. Pour entrer en ville, souvent il faut enlever tes soucis avant de passer dans l'eau. Mais Dieu merci, il nous a donné le pont, il nous a donné la lumière et puis les voies aussi, les ouvertures de voies. Nous sommes très contents. Le quartier Sozoridougou contribue à l'extension de la ville de Béoumi. Ce quartier extension, peuplé de plus de 2000 âmes, existe depuis 30 ans. Bogué, localité située dans la région centre-ouest du pays, compte une quarantaine de villages et campements. Cette zone est peuplée de planteurs. Ces derniers réclament l'intervention du gouvernement pour permettre le développement de leurs activités. Eugène Atoubé. Voici l'une des routes les plus importantes et à trafic dense dans la région de Haut-Sassandra. Elle relie Daloa, le chef-lieu de région, à la sous-préfecture de Zaïbo et dessert une trentaine de villages et gros campements de production de cacao. Pas facile d'emprunter cette route à cause de son état actuel. Une difficulté majeure pour les producteurs et productrices quand vient le temps de se rendre vers les zones de commercialisation. Les femmes ont une coopérative février. Pour que les bagages aillent à ville, c'est un problème. La route est bizarre. Souvent même le prix même on devait prendre pour payer, mais là, ce n'est plus le prix normal, on prend pour prendre maintenant. On est obligé de liquider puis revenir au village. Après 12 km de poussière et de crevasses en divers endroits, nous arrivons à Zaïbo. La localité distille un parfum de village. Ici, le temps semble figé pour cette localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997 et faisant partie du département de Zokoubou. Zaïbo est encore au stade de la recherche d'infrastructures socio-économiques de base. Et cette réalité, les populations la vivent dans la douleur
non sans quelque espoir de voir les nombreux manques de Zaïbo comblés. Notre école primaire, elle est dans un mauvais état. Notre sous-préfet n'est pas résident parce qu'il n'y a pas de logement. Ça fait déjà quelques années que le château est en construction, mais ça n'avance pas du tout. Nos femmes ici puisent l'eau à 15 mètres tous les jours. Dans cette partie de la région du Haut-Sassandra, l'accès de la population à l'eau potable est une équation difficile. À Zaïbo, l'arrêt des travaux du château d'eau en 2010 n'a pas été du goût des habitants de la localité. Surtout qu'à ce jour, c'est à la rivière ou à partir des puits que la ville de Zaïbo s'approvisionne en eau. De quoi rendre amère la population. À proximité de leur ville se trouve l'usine de traitement d'eau potable qui alimente Daloa. Les villages alentours connaissent le même problème d'accès à l'eau potable, mais les attentes de la population varient d'une localité à une autre. Exemple, Zebra. Dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de Zaïbo, le château d'eau n'est pas fonctionnel. Pour autant, on se ravitaille à l'eau potable à partir des robinets. Ici, la problématique se pose en termes de compteurs d'eau dans les habitations. L'eau qui venait directement des Kratos se déversait au château d'eau et le château d'eau nous servait. Bon, maintenant, il n'est plus fonctionnel. Donc c'est du gros tuyau là que nous sommes branchés et que nous avons un peu nos compteurs dans le village. C'est depuis 1969 que la SODECI a déposé le château d'eau à Zebra ici. C'est là qu'ils avaient déposé un robinet d'arrêt. Et c'est sur le robinet d'arrêt, tout le village venait prendre de l'eau. Depuis la panne du robinet d'arrêt, le village n'est pas canalisé. Aujourd'hui, nous demandons que les gars viennent canaliser le village de Zebra pour qu'on ait nos compteurs auprès de nous. Ce bâtiment construit pour être le centre de santé de Zebra, un beau gâchis. L'infrastructure était quasi achevée, qu'elle a été abandonnée à la broussaille, aussitôt après que les travaux ont été arrêtés en 1985. Un des signes illustratifs de la léthargie dans laquelle sommeille Zaïbo et ses villages. Toute la population est espoir que la ville prenne son élan pour atteindre les marches du développement et du progrès. Les jeunes ne veulent pas être en marge de cette dynamique. Tant ils sont conscients d'être acteurs, participant à l'essor de Zaïbo, autant les aspirations sont nombreuses. Si nous ne pratiquons que seulement que l'agriculture, on n'a rien d'autre à faire que l'agriculture. Mais toujours dans cette agriculture primaire, de nos parents d'hier, avec la machette. Aujourd'hui, les terres sont devenues très pauvres. La jeunesse voulait se tourner vers autre forme d'agriculture. Ça veut dire l'élevage et la pêche. Nous demandons à l'État de nous aider. Dans la solidarité, nous pouvons arriver au bout de nos idées. Nous allons les amener à comprendre l'entrepreneuriat rural. Tous ceux qui veulent faire l'élevage, par exemple, il faut leur donner une formation adéquate. Je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la production maraîchère sans un système d'irrigation. Il faut temporiser pour avoir une notion de base avant de commencer cela. Au domicile du chef de village de Zaïbo, les jeunes sont conviés à une réunion portant sur la contribution des jeunes au développement et au progrès de la localité. Ce cadre d'échange s'inscrit dans la perspective de la création d'une mutuelle de développement pour accompagner les actions du gouvernement inscrites au chapitre développement local et bien-être des populations. Notre sous-préfecture est en retard. Elle est vraiment en retard. Mais nous, les paysans, on n'a pas trop d'idées. Ce sont nos enfants qui peuvent toujours nous guider, mais il faut qu'ils viennent. C'est ce que je pense chaque fois. On ne peut pas tout attendre de l'État. Imaginez tous les villages de Côte d'Ivoire, l'État n'aura pas de moyens pour s'occuper de ça. Ce sont les cadres qui doivent se regrouper au sein des mutuelles pour aider l'État à résoudre vraiment les problèmes, je dirais, basiques. L'eau potable, l'école, les dispensaires. Et puis demander par exemple à l'État d'envoyer du personnel pour animer ces structures. La tendance, c'est de nous unir, de nous rassembler. Zaïbo veut sortir de sa léthargie tout comme les villages qui composent la sous-préfecture et ceux environnants. Les populations conviennent de la nécessité de l'urgence de se doter d'un cadre de réflexion pour impulser le progrès de Zaïbo. Chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997, 23 ans après, il n'y a toujours pas de résidence pour le sous-préfet. Pour tout dire, à Zaïbo, tout manque, tout est urgence.
Dans l'actualité nationale également, la 3e édition du gala de prestige de distinction des ambassadeurs du social. C'était le 11 janvier dernier dans la commune de Cocody, une initiative de l'association Les Amis de la République. Les détails, Jean Djadji. Célébrer ceux qu'on appelle les ambassadeurs de la générosité et mettre aussi en lumière leurs actions de solidarité. Une initiative de l'organisation Les Amis de la République qui a distingué la Palme d'Or à plusieurs personnalités, ambassadeurs du social dans leur région. En dehors des actions concernant l'aide pour la scolarisation de nos frères et sœurs à travers des prises en charge, nous avons mis en place un dispositif pour prendre en charge tous les indigents de la région au niveau des grandes formations sanitaires. Donc je pense que ce prix ne fait que récompenser le mérite d'un groupe de jeunes cadres de la région du Zi. À travers cette cérémonie de distinction, les Amis de la République veulent accompagner l'État dans ses actions sociales pour le bien-être des populations. Le représentant du vice-gouverneur du district d'Abidjan, parrain de la cérémonie, a invité les récipiendaires à continuer cette œuvre utile. Tous ceux-là qui ont travaillé dans les régions ont été reconnus et aujourd'hui, ça a été vraiment une belle occasion de leur dire merci, de leur décerner des parchemins. On n'a pas forcément besoin d'attendre qu'on vienne nous demander. On peut donner et on doit donner. C'est le sens de cette cérémonie. Cette cérémonie est à sa 3e édition et les initiateurs composés d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens ont été encouragés à leur tour par le représentant du vice-gouverneur qui a exprimé le soutien du gouvernement à cette organisation. Et pour terminer, l'actualité nationale, la célébration il y a quelques jours du Hijab Day à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette journée, qui est aussi célébrée dans le reste du monde, veut faire la promotion du voile islamique. Le point, Alassane Drabo. La tête recouverte de voile, elles ont effectué nombreuses le déplacement pour célébrer le Hijab Day, la journée internationale du voile, une journée célébrée dans le monde tous les 1er février. Je suis très contente de la tenue de Hijab Day en Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. On a besoin de savoir que la communauté est derrière nous au fait qu'on prend la décision de porter le voile. Je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser la journée internationale du hijab ici en Côte d'Ivoire. Ça permet de promouvoir l'habillement pudique chez la femme musulmane. Hijab Day, une initiative de l'association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire pour lever les équivoques sur le port du voile et mettre un accent sur la question de l'insertion socio-professionnelle des femmes voilées. Le challenge de cette édition, c'est l'insertion socio-professionnelle parce qu'il est temps que nous valorisions nos compétences, que nous arrivons dans le monde de l'emploi sans problème pour ne pas que nos personnes en fassent pas. Je pense qu'avec le voile, nous n'avons pas de compétences. Porter le voile, cela ne veut pas dire que je ne sais rien dans la société. Nous les encourageons à pratiquer leur foi. Particulièrement, il ne faut pas qu'elles se mettent en marge, mais surtout qu'elles aient du discernement. Aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux qui passent. Il faut faire la différence. La journée internationale du hijab a été créée par Nazma Khan, une activiste musulmane vivant aux États-Unis. L'actualité hors de chez nous avec la reprise aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du procès en appel de Vital Kamerhe, condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics dans le procès dit de 100 jours. Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président congolais, avait interjeté l'appel contre l'arrêt du tribunal de grande instance de la Gombe. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce va annoncer dans quelques heures le nom de son nouveau directeur général. On s'en souvient, le 9 juin 2020, le Nigeria avait présenté la candidature de l'économiste Ngozi Okonjo-Iweala à ce poste. Ainsi va l'actualité en cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous sur RTI 1. Roberto Azevedo a en effet quitté ce